Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Christine qui a sombré dans l'alcoolisme après son divorce. Non, la décision de rentrer en cure, c'est parce que j'en pouvais plus de souffrir, j'en pouvais plus de vivre que pour l'alcool. Alors, j'avais le choix, ou je me pendais, ou je me soignais. Et aussi l'histoire de Claudette qui noyait son chagrin dans les bars avec son fils de 6 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il avait une vie d'enfer. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de jamais recommencer. Et puis ce sera l'histoire de Valérie dont le bébé a été kidnappé dans l'enceinte même de la maternité. On voit les heures, les minutes, les secondes défiler. J'avais peur qu'elle abandonne ma fille quelque part. Ouais. On est comme au bout d'un tunnel en fait, et on voit sa fille à l'autre bout, et plus on essaye de s'approcher, et plus on a l'impression qu'elle s'éloigne. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous appelez comment? Angélique. Merci pour Angélique. Vous avez déjà assisté à une émission de télévision, Angélique? Non, jamais. Même pas Ça se discute? Non. Même pas un bon jeu télévisé? Non, non plus. Ça vous fait quoi? Ça fait bizarre. Ah bon? Qu'est-ce qui est bizarre? Non, rien, c'est marrant. Vous connaissez nos émissions? Oui, je connais. Ouais. Ça se discute? Ça se discute, oui, je regarde souvent. Ah bon? Et toute une histoire, pas encore? Non. C'est le début, vous êtes là pour nous encourager? Oui. Vous viendrez un jour nous raconter votre histoire? Oui. Très bien, des encouragements pour Angélique et pour nous-mêmes, merci. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue donc dans toute une histoire. Chaque jour, des invités viennent après le déjeuner nous raconter leur histoire passionnante pour nous permettre à chacun de mieux comprendre notre propre histoire. Pour débuter toute une histoire, une première histoire, l'histoire de Christine. Christine a été alcoolique après son divorce et pendant des années, elle a noyé son chagrin et sa vie dans le whisky. En France, ce sont 600 000 femmes qui sont dépendantes de l'alcool, des femmes qui ont tellement honte de boire qu'elles consomment le plus souvent chez elles, en cachette, car une femme alcoolique qui est maman de surcroît, et celles qui sont ici peuvent me comprendre, ça reste inconcevable dans notre société. Christine s'en est sortie, mais pour aider toutes celles qui traversent aujourd'hui la détresse qu'elle a si bien connue, elle a accepté de nous raconter exactement comment s'est passée sa descente aux enfers. Quand Christine a commencé à boire, elle avait 36 ans, c'est l'âge moyen, et 2 fils de 10 et 15 ans. Son mari venait de demander le divorce. Voici son histoire. J'ai rencontré mon mari, j'avais 18 ans, j'étais en vacances, et ça a été le coup de foudre. On a décidé de se marier très vite. Je ne buvais pas du tout quand on s'est rencontrés. La vie de couple heureuse. Et tout d'un coup, au bout de 17 ans, mon mari m'annonce qu'il veut le divorce. J'ai rien vu venir. Je suis toujours aussi amoureuse de lui. Et là, c'est émotionnellement énorme. Là, moi, je me réfugie dans l'alcool complètement. Parce que l'alcool m'apaise. C'est facile, quoi. J'en ai à la maison sous la main. Je me sers dans le bar de la maison, donc j'achète en faisant les courses. Je re-remplis la bouteille dans laquelle je me sers dans la journée. Et la bouteille vide, il faut que je la cache. Le plus courant, c'est la machine à laver, dans le panier à linge sale. Partout où mon mari ne les trouvera pas, quoi. Je vais travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter ma dose quotidienne. Je ne vais nulle part sans avoir ma bouteille avec moi. Quand je travaillais et que je buvais, je prenais ma voiture tous les jours et je prenais la rocade. Et sur cette rocade, il y a des panneaux comme celui-ci, là. Pour votre sécurité, route sous vidéosurveillance. Plusieurs fois. J'ai joué la provocation, j'ai attrapé la bouteille tout en conduisant et j'ai bu une gorgée. C'était un mélange d'appel au secours, de la provocation. J'avais envie, je me disais, là, si c'est vraiment sous vidéosurveillance, ils vont le voir sur leur panneau de contrôle, ils vont m'arrêter, il va y avoir des flics qui vont venir. Et puis bon, je suis passée à travers. Quand je repense à cet épisode, j'ai un sentiment de honte terrible. Et donc, ce sentiment de honte, ça, je me le traiterai jusqu'à la fin de mes jours. Même si je suis sortie de l'alcool. On va accueillir Christine dans un instant. Vous l'avez entendu parler de ce sentiment de honte que nous allons absolument essayer de dépasser ensemble. Je vous demande d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Ça va? Bien, asseyez-vous. Bien installée? Aussi. Comment ça va Christine? Bien. Vous avez honte tout le temps, c'est vrai? Par moments, encore un petit peu, mais de moins en moins. Ah bah oui, ça se voit. Vous avez une bonne tête, un joli sourire. Vous avez passé des bonnes vacances? Excellente, oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? J'étais voir mon petit-fils.
Vous occupez beaucoup de votre famille aujourd'hui, on va le voir avec vos fils, Oui. vos petits-fils également, qui sont très importants dans cette histoire, dans votre reconstruction, et votre vie amoureuse, parce que tout a commencé comme ça, en fait, avec la fin de votre première vie amoureuse. Est-ce que vous y pensez au présent et au futur? Oui, bien sûr que j'y pense, hein. Mais ça viendra en son temps, quoi. J'imagine que l'image qu'on a de soi aussi, l'estime de soi... Oui, se reconstruire complètement. Donc, à nouveau, c'est dire que je suis capable de rencontrer quelqu'un qui va m'aimer pour moi, et que je suis capable de plaire encore. Bah oui. Est-ce que madame est encore peut plaire encore à votre avis? Oui. Enfin, tout ça, c'est un travail de reconstruction après l'arrêt de l'alcool. C'est ça. Qui était lié au divorce, c'est aussi pour ça que j'en parle. Ça a été le déclic. Le divorce, ça a été ce qui a déclenché ma maladie alcoolique. En fait, avec le travail que j'ai fait après l'arrêt de l'alcool, j'ai compris que ma maladie alcoolique était là en couveuse. De manière latente. De manière latente. Et ce choc émotionnel a déclenché ce besoin d'alcool chez moi pour combler le manque d'amour. À l'époque, quand vous étiez vraiment dedans, ça a duré combien d'années? 4 ans. 4 ans, à quelle dose? Les 2 dernières années, 1 litre de whisky par jour. 1 litre de whisky par jour. On se demande comment on peut tenir avec ça. Oui. J'imagine que vous-même, vous ne pensiez Maintenant, pas que... avec le recul, oui, effectivement, je me pose même la question comment les personnes que je côtoyais tous les jours au travail n'en ont pas eu conscience, quoi. Comment ça s'est passé exactement, ce processus de divorce qui a déclenché cette maladie alcoolique? Vous avez connu une perte de confiance en vous? Là, en fait, c'était l'anéantissement complet de tout ce que j'avais bâti pendant 20 ans. Donc, rupture sentimentale, le travail, les enfants, tout se casse la figure, j'ai plus aucun repère. Donc, il faut que je recommence tout à zéro. Donc, un sentiment énorme d'échec. L'échec total, de A à Z. Vous ne pensez pas que vous pouvez vous donner une deuxième chance à ce moment-là? Avoir une deuxième vie de couple? Non. J'étais convaincue que si lui ne voulait plus de moi, c'est que je ne valais vraiment plus rien. Vous aviez quel âge? 38 ans. Ouais. On dit que les femmes commencent à, quand elles deviennent malades alcooliques, que les femmes commencent à boire à l'âge de 35 ans. Je vais poser la question à Philippe Battel, qui est alcoologue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la vie? Eh bien, au milieu de sa vie, on en a autant devant que derrière, et on peut faire de temps en temps un bilan difficile. Et puis les ruptures sentimentales arrivent à cet âge-là. Donc il faut y être sensible particulièrement à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu de l'alcoolisme des femmes? Elle représente quand même une personne alcoolique sur 3, 600 000 femmes alcooliques dans ce pays, c'est beaucoup. Je trouve qu'on en parle beaucoup sur les plateaux de télévision, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que on met beaucoup l'accent sur l'alcool et ses difficultés chez les femmes, mais il faut quand même se rappeler que justement, il y a 2 alcoolodépendants sur 3 qui sont des hommes, et qu'à force d'en voir sur les plateaux de télé, quand on est un homme, on peut se dire que finalement, c'est pas tant un problème. Mais dans notre société, un homme qui boit trop, c'est un bon vivant, et une femme qui boit trop, c'est une pocharde. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pire qu'une pocharde. À plus forte raison, si elle est mère, c'est une mère indigne, c'est une femme qui n'a aucune valeur. Vous arriviez à cacher votre alcoolisme à vos enfants? Au départ, oui. Parce que mon alcoolisme, en fait, je buvais toujours le soir. Donc, c'était à partir de 18h et je m'alcoolisais jusqu'à tomber dans le sommeil. Et vos enfants n'étaient pas à la maison? Ils étaient couchés. Ça, c'était juste avant que je sois divorcée. Et après, une fois que j'ai divorcé, jamais je ne buvais en leur présence. Et là, c'était caché? Comment vous vous débrouillez? Comment on fait pour pouvoir boire autant d'alcool sans pouvoir le montrer à personne? On est très organisé, c'est épouvantable à dire, mais tous les alcooliques vous le diront. On est très très organisé. Bon, en ce qui me concerne, mon besoin d'alcool commençait en fin de journée, donc c'était chez moi. Et quand je suis passée à la vitesse supérieure, à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit sans avoir l'alcool avec moi, donc un sac de taille conséquente pour pouvoir y cacher la bouteille, mâcher du chewing-gum parce que je viens d'avaler une gorgée de whisky. Il y a un tas de combines, c'est épouvantable. C'est tout un système de pensée qui s'organise. Oui. Il faut pourtant essayer de se dépasser, ce que vous avez fait depuis, ça, on va le voir. On va d'abord regarder comment se passent les choses. Il faut que tout le monde soit informé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc à force de vous maltraiter physiquement et moralement, vous avez fini par atteindre une certaine limite psychologique, mais aussi physique. Et c'est en fait le physique qui a lâché en premier. Oui.
J'ai été hospitalisée en 2002 pour une pancréatite aiguë due à l'alcool. C'est épouvantable, je ne le souhaite à personne. On a l'impression que le cœur va s'arrêter. Je ne savais pas si j'allais passer la nuit ou pas, ça fait froid dans le dos. Quand le corps de Christine lâche, elle est en froid avec son fils aîné depuis 3 ans. Guillaume, qui ne supporte plus de voir sa mère alcoolique, s'est éloigné progressivement. Ça m'énervait de voir ma mère boire comme ça m'énervait qu'on se dispute autant, je pouvais rien y faire. Elle était devenue, entre guillemets, presque une étrangère. Quand ma mère a été hospitalisée, j'ai réalisé qu'elle était alcoolique, que c'était une maladie grave. Ma mère était à l'hôpital entre la vie et la mort. C'est là que je me suis dit, bon, ben, on n'a qu'une seule mère et peut-être que je ressoude les liens. J'ai compris qu'elle avait besoin d'amour, besoin de tendresse et que elle avait ses 2 fils et que c'était très important pour elle. Quand mes fils sont venus me voir à l'hôpital, émotionnellement, ça a été vraiment très très fort. Ils trouvaient qu'ils ne me jugeaient pas et qu'ils me soutenaient dans ma lutte. J'ai eu honte et en même temps j'ai été très contente. Elle s'est mise à nous dire qu'elle allait se soigner, qu'elle allait faire une cure. J'ai eu le déclic pour arrêter de boire parce que j'ai touché mon propre fond. C'était une maladie. C'était pas une question de volonté. Donc, je suis rentrée en cure. Chaque jour qui passe, l'alcool est de plus en plus loin. Pour moi, maintenant, l'alcool, c'est la mort. L'alcool, c'est le dégoût. Et je suis bien. Chapeau, mais il était -5 quand même. Hein. Oui, plus que -5. Maintenant, vous écoutez beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'alcool aujourd'hui, Oui, qui ne sont pas encore arrivées à cette pancréatite aiguë. oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur souhaite d'avoir le flash pour arrêter avant que ça ne leur tombe dessus. Vous avez eu peur de mourir? Ce jour-là, oui. Oui, et j'étais vraiment en colère parce que je me dis, c'est pas la vie me joue vraiment un sale tour. C'est pas juste. Vous avez parlé de flash tout à l'heure. Vous avez dit pour toutes celles ou ceux qui veulent arrêter et qui n'ont pas le flash pour pouvoir arrêter. Alors ça, c'est le flash pour arrêter. Puis il y a aussi le flash pour reprendre. Parce que parfois, il arrive aussi d'avoir des flashs d'alcool. Oui. Alors c'est pas le même flash. Il y a le bon flash et le mauvais flash là. Tout à fait. Expliquez-nous ça. Le sevrage physique est facile, ça se fait à peu près en 8 jours. Cependant, le corps, le cerveau a une mémoire, et donc il y a la mémoire alcool. À vie, si les vapeurs d'alcool vont réveiller en moi un souvenir de l'alcool. Une odeur de vin, une odeur en me promenant dans la rue, une odeur de whisky, va pouvoir réveiller une envie d'alcool. Parce que mon cerveau a enregistré c'est gravé. La mémoire émotionnelle, en fait, du produit. Physique. Il y a la mémoire physique du produit. D'où l'importance, dans la nouvelle hygiène de vie, entre autres, de ne plus utiliser de parfum. Je mets du parfum sur mes vêtements, mais plus sur la peau. Je vous rassure, notre invité sent très bon. On vous retrouve dans un tout instant, Christine, qui va nous raconter les risques qu'elle a pris aussi professionnellement, en buvant tout en travaillant. Vous étiez auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Mais tout de suite, un aperçu de ce qui nous attend un petit peu plus tard dans l'émission. Valérie a vécu l'enfer, elle venait d'accoucher, elle était à la maternité et on lui a volé son bébé. A tout de suite. Tout de suite dans toute une histoire, l'histoire de Claudette qui noyait son chagrin dans les bars avec son fils de 6 ans. Quand on allait quelque part, il goûtait tous mes verres pour voir s'il n'y avait pas d'alcool dedans. À 6 ans? À 6 ans. Aujourd'hui, je suis retrouvée toute sa confiance. Et puis l'histoire de Valérie, elle nous racontera comment son bébé a été kidnappé dans l'enceinte même de la maternité. Elle est intimidée, mais pas trop. Hein. Non, vous la prenez sur vos genoux? Ouais. D'accord. Ouais. On me l'a déjà prise une fois, on ne me la prendra pas une deuxième. Non, voilà. ça c'est sûr. On se retrouve avec Christine qui nous raconte son histoire et qui en fait profiter nous autres. On essaye d'éviter les pièges dans lesquels Christine est tombée. Vous avez Jean qui est un ami proche qui est venu vous accompagner aujourd'hui. Jean, merci de nous rejoindre ici, venez. Bonjour. Bonjour. Public. Asseyez-vous un peu.
Votre ami, votre petit ami, vous me dites si je vous mêle ce qui ne me regarde pas. Hein. Oui, complètement. C'est ça, exactement. À un moment, il faut le dire. Jean, quand vous avez rencontré Christine, elle était donc auxiliaire de vie auprès de votre père. Est-ce que vous saviez que Christine était malade? J'ignorais totalement. Totalement. Je ne savais pas qu'elle était malade et donc elle est venue comme auxiliaire de vie pour aider mon père qui avait 83 ans, qui était donc avec une insuffisance cardiaque. Quel était son boulot auprès de votre père? Lui apporter de l'aide au niveau des tâches ménagères, les courses. Il ne fallait plus qu'il fasse d'efforts physiques, le ménage, voilà. Donc, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose d'assez sensible. On ne confierait pas son papa, j'imagine, à n'importe qui, si je peux me permettre. Alors, Christine, c'est vrai que vous inspirez confiance, vous êtes pleine de douceur. Mais néanmoins, Christine me disait tout à l'heure que quand elle était sous whisky, si j'ose dire, elle avait toujours peur que tout le monde le voie, que tout le monde s'en aperçoive. Ce n'était pas le cas pour vous? Non, moi, elle avait un teint rosé, mais c'était le teint de la campagne pour moi, comme vis-à-vis de son histoire. Donc, pas d'odeur, pas de comportement bizarre? J'ai pas eu de soupçon, j'ai pas eu de... Voilà. De torpeur, d'excitation particulière? Elle avait un comportement tout à fait normal, donc elle était... Vous disiez le teint un peu rosy, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut revoir cette image? Regardez derrière vous plutôt, Christine, vous allez voir. Voilà. Ouais. Ah, vous pouvez pas voir ça? Moi, je dirais pas bouffi, un peu rosy. Non, c'est pas rosé. Oui. Ouais. Ça vous rappelle les mauvais souvenirs, cette image? Moyennement, parce que là, ça faisait déjà un mois que j'avais eu la pancréatite. Donc, Oui, parce que je trouve que vous n'avez pas si mauvaise mine quand même. Hein. Oui, non, du tout. Elle ne donnait pas cette impression. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, vous avez pris des risques quand même en faisant ce travail auprès de cet homme âgé. Quand vous repassez le film vis-à-vis du fils de cet homme dont vous êtes occupé, vous pensez quoi? c'est encore ce sentiment de honte quand même, parce qu'effectivement, confier une personne âgée à une personne qui boit, ça craint. Mais comment ça se passait avec ce monsieur? Très bien. Très bien. Il avait beaucoup d'estime pour moi et je dirais que par bonheur pour lui, je m'occupais de lui l'après-midi. Donc je ne buvais qu'en le quittant. Vous avez l'impression de bien vous occuper de lui? Très bien. Oui. Mais il était ravi. Il était ravi. Tout se passait bien. Je crois qu'il le percevait bien. Il y avait une bonne entente. Comment vous avez découvert l'alcoolisme de Christine? Je l'ai découvert un matin, très tôt, par un coup de fil qu'elle m'a passé, à 7h du matin. Et elle était donc haletante. Donc elle avait des douleurs, apparemment. Elle arrivait à peine à s'exprimer. Et donc là, elle me dit, ça va pas du tout. Donc, et exceptionnellement, j'avais mis le portable à 7h du matin. Et donc, j'ai appelé immédiatement le SAMU. Et donc, ils sont intervenus. Je ne savais pas où elle habitait. Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là? Et qu'elle avait des douleurs insoutenables. Moi, j'ai pensé à un malaise cardiaque. N'étant pas au courant de la situation, pour moi, c'était un malaise cardiaque. Avec des douleurs au ventre et au thorax. Donc, pour moi, c'était cardiaque. Et ensuite? Et ensuite, le SAMU est intervenu. Donc, j'ai donné son numéro de téléphone. Et ils l'ont suivi au téléphone. Donc, et ils sont restés en ligne pour intervenir le plus rapidement possible, quoi. Ils sont arrivés très vite. Comment vous vous êtes aperçu que c'était un problème d'alcool? Et je ne l'ai pas su le jour même. Et quand est-ce que vous l'avez su? Et je l'ai su après coup. Voilà. Donc, Et alors, vous avez réagi comment à ça? C'est assez étonnant quand on est proche d'une histoire pareille et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Quand j'ai appris ça par la suite, c'est vraiment étonnant, quoi. C'était époustouflant. J'en revenais pas, quoi. J'étais interloqué. Ouais, vous vous doutiez de rien? De rien. C'est le plus étonnant, hein? Oui. Vous avez l'impression que tout le monde le voyait, quoi. Ça prouve que les femmes savent bien masquer leurs problèmes. Vous voulez dire que nous, on est plus bourrus, on est moins délicats, ça vous oui, tout à fait. Vous avez l'impression, Philippe, que les femmes masquent mieux que les hommes? Oui. Eh bien, en tout cas, le fait de masquer, c'est très souvent mu par le sentiment de culpabilité, de honte. Et que les hommes, en règle générale, ont une culpabilité beaucoup plus tardive. On voit bien que dans l'histoire de Christine, à la fois elle voulait cacher, à la fois elle voulait montrer, quand elle raconte qu'elle est au volant de sa voiture et qu'elle rêve d'être attrapée par les gendarmes et que ça s'arrête parce qu'elle est dans ce train de folie de l'alcool et qu'il faut bien trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider et la stopper, ça montre bien que c'est très ambivalent cette question de je cache et je montre. Et je veux me faire prendre. Oui. Rétrospectivement, vous avez eu peur pour votre père et non pas peur pour votre peur. Moi, personnellement, j'ai pas eu peur pour mon père.
Donc, comme il était satisfait qu'elle s'en occupait bien, donc après coup, je n'ai pas eu de... de toute façon, elle n'est pas intervenue par la suite, donc vous elle a refait sa vie, mais bon... Est-ce que ça a été une décision pour vous, Christine, d'entrer en cure à ce moment-là, ou est-ce que vous n'aviez pas le choix? Non, la décision de rentrer en cure, c'est parce que j'en pouvais plus de souffrir, j'en pouvais plus de vivre que pour l'alcool. J'en pouvais plus. Ma vie ne tournait qu'autour du whisky. Je ne vivais plus que pour ça. Alors, j'avais le choix, ou je me pendais, ou je me soignais. Donc, j'ai rencontré des personnes dans une association qui aide les autres à sortir de l'alcool. Et là, j'ai vu des femmes qui avaient le sourire, qui étaient bien dans leur peau et tout. Je me suis dit, bien, alors, si elles y arrivent, moi, je dois y arriver aussi. C'est une femme médecin qui vous a aidé à vous en sortir dans un premier temps. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette femme médecin? Que j'étais malade et non pas coupable. Ah, quel soulagement. Pour moi, je suis très, très simpliste. Si maladie existe, s'il y a maladie, il y a soin. Pour moi, le soin, c'est l'eau. Il n'y a rien de plus facile. Donc il faut un entourage, etc. Il faut aussi un bon réseau associatif. Aujourd'hui, vous êtes engagé auprès de ce réseau associatif aussi. C'est quelque chose de très important. On donnera beaucoup d'adresses, beaucoup de sites internet pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent, pas seulement les femmes, vous avez raison, qui veulent essayer de franchir le pas, essayer de s'en sortir. Il faut qu'ils sachent aussi qu'une cure, c'est extrêmement difficile. Extrêmement douloureux, mais que ça vaut le coup. Christine en est la preuve vivante. Aujourd'hui, Christine, vous souhaitez adresser un message à vos fils Benoît et Guillaume, qui vous ont donné, d'une certaine manière, la force de vous sortir de l'alcool. Je ne pense pas toute la force, je pense que c'est une des forces, que l'autre, elle est au fond de vous, qu'on a son destin de mère, mais qu'on a aussi son destin de femme, et que vous avez toute votre vie à vivre. Ça, c'est mon avis. Mes fils chéris, votre présence à mes côtés est la plus belle preuve d'amour que vous pouviez me donner. Vous ne m'avez jamais condamné malgré l'alcool. Aujourd'hui, je vous écris cette lettre pour vous dire et expliquer certaines choses. Notre divorce a fait des ravages. Ma douleur devant mon échec de vie, de couple, ma crainte devant un avenir où j'allais sans doute vous perdre tous les deux, m'ont poussé à me réfugier dans le calmant le plus pervers et le plus accessible à ma portée, le whisky. Il y a 4 ans, je me suis retrouvée dans cette chambre de soins intensifs entre la vie et la mort, pancréatite aiguë alcoolique. Vous êtes venu me voir une fois de plus. Il fallait que je me soigne pour redevenir à nouveau une mère à part entière. Je vous demande pardon de toute cette souffrance que vous gardez bien au fond de vous. Je suis fière de vous, de votre courage, votre amour, votre compréhension ont accéléré ma sortie de l'enfer. Vous ne m'avez jamais enfoncé ni jugé. Merci mes fils chéris. Grâce à vous, aujourd'hui, je suis la plus heureuse des mères. Je suis fière de moi à nouveau, car dans l'abstinence, je peux profiter pleinement de la vie qui s'ouvre à nous. Maman. Ça, c'est de la lettre, hein. Ça, c'est une lettre, hein. On sent qu'elle est écrite avec le cœur, celle-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de vos fils et en parler avec eux. Mon équipe a pu parler avec les deux. On s'aperçoit qu'ils sont très fiers de leur maman, hein. Ils sont vraiment derrière vous. Ils ont du mal à l'exprimer parce qu'on sent qu'ils ont eu quelque chose, une blessure très forte. Je crois qu'ils font attention à eux aussi quand ils boivent un peu, surtout qu'on sort des vacances d'été. Mais qu'est-ce qu'ils sont fiers de leur maman? C'est normal. C'est normal? Oui. Allez, pas de fausse modestie, c'est normal. Oui, c'est normal quand on voit de quel enfer je suis sortie. Donc, pour eux, ils m'ont retrouvée aussi. Donc, Puis je les aime, ils m'aiment, et puis voilà, quoi. Ça a été une motivation pour vous, ou est-ce que vous avez pu parler avec eux aussi dans des moments clés, avant d'entrer en cure, ou pendant la cure? Oui, j'ai mon plus jeune fils, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir près de moi et lui expliquer ma démarche. Et c'est vrai que je suis très chanceuse par rapport à d'autres femmes qui ont leurs enfants qui leur tournent le dos. Et c'est vrai que c'est une force supplémentaire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là avec votre jeune fils? Eh bien que je lui ai expliqué donc que c'était
une maladie et non une faiblesse, que j'allais arrêter de boire et que j'allais à nouveau redevenir sa mère et être présente à 100%. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Allez maman, allez maman. Et je demande à Claudette de venir nous rejoindre. Allez Claudette. Bonjour Claudette, vous allez bien? Ça va? Vous mangez au public? Tout le monde vous voit? Asseyez-vous, je vous en prie. C'est vous là-bas, vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés. Alors on parlait de fils. Comment vous avez réagi à l'histoire de Christine, Claudette? C'est un peu la même histoire, quoi, même problème. Au moment du divorce? Au moment du divorce, sauf que moi, mon fils est plus petit, parce que les tiens étaient plus âgés. Moi, il a 4 ans, moi, le mien. 4 ans, quand vous avez commencé à boire beaucoup? Oui. Vous étiez seule, c'est-à-dire que vous veniez de vous séparer? Oui, j'ai divorcé en 2002. Et après, je me suis retrouvée dans un petit appartement de 40 mètres carrés et ça a été l'enfer. J'avais 1,5 hectare de terrain, une maison, tout, quoi. Donc c'est vrai, 46 mètres carrés, j'arrivais plus à rester dans cette maison, il fallait que je sorte. 46 mètres carrés et puis plus d'amoureux? Plus personne, quoi. Si, mon fils, quand même. Bon, c'est pas un amoureux, ce fils. Non, mais bon, c'est quand même... c'est quand même une personne importante, quoi. Ouais. Vous alliez boire avec votre fils? Oui. Moi, j'allais au bar. Moi, je ne buvais pas, je me cachais pas, quoi. J'allais au bar avec mon fils. Et vous buviez? Un petit coup, comme le font beaucoup de Français? 2, 3? Oui, plus même. Vous passiez combien de temps au bar? 3 heures, 4 heures peut-être des fois. C'est long, hein? Oui, c'est long. Disons, sur le moment, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous buviez? Du pastis. Beaucoup? Oh, oui. Combien? Je sais pas, une quinzaine, vingtaine par midi et après, pareil le soir, quoi. Ah oui, c'est énorme. Et là, encore une fois, on ne se rend pas compte quand on est dedans? Vous vous rendez compte que c'était trop, non? Ah, que c'était... au bout d'un moment, oui, quand même. Au bout d'un moment, on se sent de plus en plus mal. Je suis descendue à 36 kilos, donc... déjà que je ne suis pas épaisse, donc c'était vraiment... Parce que vous ne mangiez plus? Non, je ne mangeais plus. Disons, je ne m'occupais plus de... Je faisais manger mon fils, mais bon, moi, je n'avais pas faim. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faisait, le petit bout de chou, quand vous en étiez au 15e pastis, au bar? Eh bien, il me demandait de rentrer. Il voulait rentrer, ou alors je lui donnais des pièces pour jouer au baby, pour l'occuper, quoi. Il s'occupait à quoi, tant qu'il pouvait? Et quand vous rentriez ensuite, vous étiez en état? Oui, quand même, de le faire manger, oui. De le laver aussi, je m'occupe, parce que tous les jours, il allait à l'école, il était toujours bien tenu. D'ailleurs, personne à l'école s'est aperçu que j'avais un souci, quoi. Comme vous, Christine et Claudette, beaucoup de femmes sombrent dans l'alcool, notamment au moment de la séparation. Je ne sais pas si c'est vraiment un déclencheur ou si ça peut être plus que ça, après un divorce ou après une épreuve particulièrement difficile. Regardez. Ça ne m'apporte rien, que du malheur, que de la souffrance. Ça ne m'apporte rien, ça ne procure rien du tout. Comme 600 000 femmes en France, Valentine est alcoolique. De plus en plus de femmes boivent quotidiennement et aujourd'hui, 1/3 des alcooliques sont des femmes. Pour l'instant, j'essaie de consommer l'équivalent de 2 grandes bouteilles de bière et une bouteille de vin tous les soirs. Je regarde la télé et je bois pendant que je regarde jusqu'à temps que je m'endorme, quoi. C'est comme un somnifère. Pour moi, c'est un compagnon. Le fait de rester seul, je trinque. J'ai commencé à boire en soirée. Maintenant, c'est plutôt rare. La plupart du temps, je bois seule et chez moi. En ce qui concerne le mode de consommation des femmes, il est le plus souvent solitaire, car il y a un tabou important et un regard social vis-à-vis de l'alcoolisation qui est très négatif. Car l'alcoolisation est considérée, si vous voulez, comme difficilement compatible avec le rôle de la femme dans notre société. Le fait que je sois une femme, c'est encore plus difficile. Une femme n'a pas le droit d'être alcoolique. C'est un homme, il sort du boulot, il va prendre un pot avec ses copains et il boit 2-3 verres au café. Bon, c'est normal. Il a bu un coup, mais une femme n'a pas à boire, quoi. En plus, une mère de famille, non. Et c'est parce qu'elles sont mères de famille que 92% des femmes malades de l'alcool boivent en cachette. Mais parfois, le comportement déborde et les enfants deviennent témoins de l'alcoolisme de leur mère. Ma fille, en fait... ma fille était ma mère. Elle me surveillait. Elle se privait de ses sorties. Elle annulait ses rendez-vous. Et quand j'étais alcoolisée dans ma chambre, elle s'enfermait dans la sienne. Elle venait me voir, elle venait me tâter le pouls pour voir si je vivais encore. Je sais que ma fille même, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai fait subir à cause de l'alcoolisme,
Ma fille m'aime toujours, et ça, c'est merveilleux. J'arrive pas à percuter, quoi. Pas percuter que je l'ai encore, mais je peux la perdre, quoi. Je peux perdre tout ce qui est autour de moi. Quand vous entendez cette maman qui explique à quel point elle a souffert pendant sa maladie, vous réagissez comment? En tant que mère? En tant que mère, en tant que femme, froid dans le dos, parce que je m'y retrouve. Et envie de lui dire, il y a moyen, on peut vivre sans l'alcool. Ça va, on peut vivre sans alcool? Oui. Sans s'ennuyer? Non. Qu'est-ce que vous faites après le boulot maintenant? Maintenant, je m'occupe plus de mon fils. On fait plus de choses ensemble. Puis on revit, quoi. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez avec lui sans vous occuper de lui? Ben oui, disons, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il avait une vie d'enfer. Quel âge il a, ce petit lapin? 8 ans. C'est un grand petit lapin, c'est la rentrée des classes, là. Mais là, je joue au foot et tout avec lui, je fais plein d'activités. Vous jouez au foot? Non, je vais l'accompagner. Parce qu'avant, je n'allais jamais l'accompagner en... D'accord, Domenech aurait dû vous faire rentrer en finale avec le pêche que vous avez. Donc maintenant, vous le suivez dans ces matchs de foot, c'est important pour un petit garçon, ça. C'est important. Parce qu'avant, bon, c'est vrai que tous ces loisirs, je n'étais pas avec lui, quoi. Bah pour vous donner un peu d'espoir et pour toutes celles qui nous regardent, regardez aujourd'hui à quoi ressemble la nouvelle vie de Christine. J'ai posé le verre depuis 4 ans. J'ai repris goût à la vie. Je vais bien. J'anime des groupes de parole dans une association. J'ai toujours tenu mon alcoolisme caché, ça me faisait trop honte. Je suis passée par où t'es passée, on est toutes passées par là. On sent que t'es motivée, quoi. On sent que t'en as ras-le-bol. Ah ouais, j'en ai assez. Et je veux montrer aux autres femmes qu'il y a moyen de s'en sortir et que la vie est géniale sans alcool. Quand je buvais, j'avais tellement l'impression que c'était écrit en grand sur mon fond alcoolique. Je marchais comme ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la tête haute, je souris et je peux croiser le regard des autres, ça ne me gêne plus. Et ça, c'est géant. Je retrouve la vie avec un grand V, mes fils, mon petit-fils. On ne peut pas trouver mieux. Je suis plus inquiet. Pour ça, l'alcool, c'est du passé. Normalement, ça est sorti pour toujours. On a pu retrouver une complicité mère-fils. On a pu retrouver des sentiments qu'on avait mis à l'écart. Je m'accorde le droit au bonheur. Vous n'avez jamais été tenté de boire à nouveau? Du tout. Ces fameux petits flashs, ça dure quelques petites secondes et ça passe? Oui, et ça, j'en ai eu quelques-uns juste après ma cure, mais je n'en ai plus du tout. Mais chaque jour que je me réveille, je suis libre. C'est un sentiment, vous ne pouvez pas imaginer. Si je crois que ceux qui arrêtent de fumer doivent ressentir le même sentiment. Je vous dirai plus tard. Si j'y arrive. Et ce sentiment de liberté retrouvée, c'est géant. Vous aussi? Ah oui, c'est fabuleux. On n'est plus tenté. Moi, avant, je fermais le magasin directement aller au bar. Comment vous avez réussi à arrêter, vous? Comment j'ai réussi à arrêter? Eh bien, un matin, en voulant descendre mes escaliers, je me suis vue en bas, tomber. Et je me suis dit, tu vas tomber dans les escaliers, tu vas te tuer. Et le petit sera orphelin, il n'aura plus de mère. Et je pense que ça fait un truc dans ma tête. Et là, vous avez arrêté? Net, ouais. Terminé, je n'ai jamais plus retouché. Sans cure? Sans cure. Vous avez commencé à boire véritablement quand votre fils avait 4 ans, il en a 8 aujourd'hui, du haut de ses 6 ans. Comment il vous faisait comprendre qu'il ne souhaitait pas tellement que vous buviez? Je pense que, disons, c'est plutôt après, c'est quand je suis arrêtée qu'il avait perdu toute confiance. Donc moi, ça faisait 20 fois que je disais qu'on n'irait plus au bar. Mais il ne me croyait pas, c'est sûr, puisque je le faisais jamais. Mais il a goûté mes verres pendant 6 mois. Il a goûté vos verres? Mais comment ça se passait? Quand on allait quelque part, il goûtait tous mes verres pour voir s'il n'y avait pas d'alcool dedans. À 6 ans? À 6 ans. Pour être sûr que... Donc, vous travaillez à la police nationale ou non, il aime sa mère, simplement? Mais non, il se disait qu'en goûtant, si je le laissais boire, c'est que forcément il n'y avait pas d'alcool. Donc il était... aujourd'hui, il est ravi. Il vous fait confiance aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis retrouvée toute sa confiance. Ça, chapeau pour ça, franchement. Chapeau. Il faut la garder.
On retrouve très vite Christine et Claudette qui nous expliquent quelles leçons elles tirent de leur parcours de vie. D'abord, une bande-annonce d'une de nos toutes prochaines émissions. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Sidonie. Elle n'a connu son père qu'à l'âge de 23 ans, mais depuis 4 ans, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Le jour de mes retrouvailles avec lui, c'était vraiment comme une deuxième naissance. Presque dans un sanglot, il m'a dit « Oh là là, quel dommage, tu embrasseras bien ta maman pour moi ». Mais aussi l'histoire d'Elisa, née d'une relation adultère. C'est à 8 ans qu'elle apprend la double vie de son père. Désormais, elle devra accepter de vivre avec ce secret. Donc voilà, je suis cachée du côté de mon papa, mais ça m'a jamais empêché de vivre et de faire ce que j'avais envie de faire. Sylvie, elle découvre à 38 ans qu'on lui a menti sur l'identité de son père. Aujourd'hui, elle est à la recherche de son géniteur. Je voudrais simplement avoir une identité, avoir un nom. Enfin, la comédienne Marthe Villalonga sera face au public pour nous raconter les secrets de son éternelle jeunesse. Allez, c'est parti. Ça, moi, je ne fais pas, ça. Avec Christine et Claudette, maintenant que l'alcool est derrière vous, est-ce qu'on peut essayer de tirer une leçon de ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez appris de cette traversée du désert, longue, humide et solitaire? Ce qu'on a appris, c'est l'enfer de boire. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de jamais recommencer. Parce que c'est vraiment un enfer. Quand on est au fond, on est au fond. Bonne chance à tous, qu'on s'en sorte tout seul ou aidé. En tout cas, il y a une vie très très agréable après. Merci de nous avoir parlé d'un sujet sincèrement très difficile. Je pense que la nouvelle histoire que nous allons aborder maintenant va aussi beaucoup vous intéresser. Toutes les femmes ici et devant la télévision vont pouvoir comprendre ce qu'a ressenti Valérie. Imaginez, vous venez d'accoucher, vous êtes heureuse, le bébé a 2 jours et soudain il disparaît. L'histoire de Valérie avait fait le tour de tous les journaux télévisés. C'était en octobre 2004 dans une maternité du Calvados. Un bébé de quelques jours a été enlevé à l'hôpital de Vire ce matin. J'étais dans ma chambre avec ma fille à côté de moi. Je suis partie et au bout de 4 minutes, quand je suis revenue, le berceau était vide. Donc j'ai été directement voir les infirmières qui m'ont dit que ma fille, ils ne l'avaient pas. Je me suis sentie complètement déboussolée, je me suis mise à pleurer. Je tombe dans un trou noir. Ce matin, dans le service, les enquêteurs recoupent les témoignages, suivent la moindre piste, notamment celle d'une femme en parka rouge. Une centaine de policiers sont sur l'affaire et le plan épervier a été déclenché dans toute la région. On n'avait pas de photos, on n'avait pas de... Je pouvais pas faire un portrait robot juste sur... Parce qu'un nourrisson, malheureusement, à 2 jours, ils se ressemblent tous plus ou moins. Si un enfant est enlevé à cet endroit-là, nous allons d'abord avoir une première équipe de gendarmes qui va arriver, qui va aller saturer la zone. Et au même instant, nous allons placer des patrouilles au plus loin sur tous les axes qui permettent de quitter le secteur où l'enfant a été enlevé. Le plan épervier a été lancé. Commence alors une course contre la montre. J'ai entendu 2 gendarmes qui n'avaient peut-être pas conscience que j'étais dans les parages, dire il faut qu'on se dépêche parce que souvent c'est dans les 24 heures que tout se décide. On voit les heures, les minutes, les secondes défiler. Que j'avais peur qu'elle abandonne ma fille quelque part, qu'elle la laisse dans une poubelle, un fossé, un champ. On est comme au bout d'un tunnel en fait, et on voit sa fille à l'autre bout et plus on essaye de s'approcher et plus on a l'impression qu'elle s'éloigne. Et je vous demande d'accueillir Valérie. Comment ça va Valérie? Ça va. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Installez-vous bien. Merci. Quelle histoire? Oui. Vous la racontez souvent? Oui. Vous l'avez raconté beaucoup pendant les... souvent, Trop souvent? Ouais. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Tout le monde en a entendu parler en plus. Hein. Oui. C'est surtout comment qu'on le vit à l'intérieur en fait. Alors comment qu'on le vit à l'intérieur? Très mal. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète pour rien, on cherche à savoir pourquoi, par qui, où, comment, où elle est et quand est-ce qu'elle va revenir, le plus important. Donc ça c'est ce que vous racontez aux gens le plus souvent qui vous posent la question. Vous racontez volontiers ou ça vous embête de raconter? Est-ce que c'est une fois pour toutes aujourd'hui? Oui, on aimerait bien. On aimerait bien.
Donc attention, c'est la dernière fois que Valérie raconte son histoire. Quel plaisir d'abord de vous voir toutes les deux, puisque Océane est avec nous. Vous l'avez... Regardez comme elle est mignonne. Oh là là. Quel âge elle a 22 mois. 22 mois. On va la prendre avec nous. On va la prendre. Hop là, viens mon petit bébé. Hop là, faut que je l'habitue un peu. Comment ça va mon petit bébé? C'est un bon petit bébé, toi. Hop là, le bébé. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as quel âge? Oula. Elle est intimidée, mais pas trop. Ouais, hein. non, vous ça la prenez va. sur vos genoux? Ouais. D'accord. Ouais. On me l'a déjà prise une fois, on me la prendra pas une deuxième. Non, voilà. ça c'est sûr. Alors cette histoire incroyable qui vous est arrivée, votre petite Océane qui est à côté de vous aujourd'hui a été kidnappée. Bonjour mon bébé. Elle a été kidnappée en 4 minutes seulement. Vous savez que ça s'est passé pendant un intervalle de 4 minutes, qui étaient les 4 minutes où vous n'étiez pas dans la chambre. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai quitté ma chambre pour aller remplir des papiers administratifs. Donc j'ai prévenu une infirmière que je sortais de ma chambre. Elle m'a dit partez en toute confiance. Vous aviez accouché la veille? Oui. Et je suis revenue 4 minutes après. La chambre était vide. Océane ayant eu quelques problèmes de santé, on pensait que les infirmières l'avaient avec elle. Et quand j'ai vu les infirmières, ils m'ont dit mais votre fille, on ne l'a pas. Vous avez été voir les médecins? Oui, on a vu. Moi, j'ai vu les pédiatres arriver sur moi, donc ils m'ont demandé comment allait ma fille. Je fais forcément mal puisque je la retrouve pas. Et donc là, les médecins, les infirmières qui courent dans tous les sens, le téléphone qu'on décroche pour appeler la gendarmerie. Et là, nous, on n'a plus que ses yeux pour pleurer, c'est le cas de le dire, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où chercher. C'était votre première fille, votre premier enfant? Non, j'ai déjà un petit garçon, Manuel, qui a 4 ans, qui lui a très mal vécu aussi l'histoire du fait que il attendait sa petite sœur avec impatience. Donc lui, il a été plus que traumatisé. Ouais. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement et comment ça peut se passer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sur le point d'accoucher, ne serait-ce que la mienne. Excusez-moi. Je vais donner la parole à Catherine qui est avec nous. Catherine, vous êtes sage-femme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ça vous étonne, vous, qu'un bébé puisse disparaître comme ça? Oui, ça m'étonne énormément, parce que moi, ça fait 25 ans que je suis dans la profession et j'ai jamais été confrontée à ce type de situation. Vous prenez des précautions particulières, peut-être? Oui, d'abord on est sensibilisé dès qu'on rentre dans une maternité, quand on y travaille en tout cas, que ce soit les infirmières, les auxiliaires, les aides-soignantes, tout le personnel qui va travailler auprès des enfants est sensibilisé. Et on sensibilise aussi beaucoup les mères quand elles arrivent ensuite de couche, la sage-femme, l'auxiliaire, l'infirmière va répéter l'enfant doit être remis en nurserie dès que vous sortez de la chambre, pour prendre votre douche, pour aller fumer une cigarette. Vous ne quittez pas votre bébé? Vous ne quittez pas, ou on ne quitte pas votre bébé. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre des D'accord, le bébé ne doit pas rester sans surveillance. C'est-à-dire que quand madame est sortie pour faire des papiers administratifs, pour régler la sortie de la maternité, elle doit vérifier qu'une infirmière doit être dans la chambre. Oui, je ne dis pas que vous avez mal fait. Non, on ne peut pas se douter qu'on va venir nous voler notre bébé, ça, c'est pas possible. Non, mais néanmoins... nous, on leur demande de nous ramener l'enfant en nurserie, parce qu'en nurserie, il y a toujours quelqu'un. D'accord. Où en fait, la nurserie étant en face du bureau des infirmières, il y a toujours une visualisation de la pièce où sont les enfants. Je ne vais pas faire mon Sarkozy, mais est-ce que les maternités sont suffisamment sécurisées? Sûrement pas, la preuve, puisque ça s'est passé une fois, ça veut dire que quelque part, ça peut éventuellement se repasser. Vous proposez quoi? Les bracelets électroniques, comme pour les prisonniers qui sortent de prison? Ça me paraît c'est romantique, pour arriver sur Terre, paf, un bracelet électronique. Ça me paraît un peu excessif. Par contre, des moyens vidéo, pourquoi pas. Mais c'est difficile parce qu'un hôpital, c'est un lieu public. Donc c'est difficile aussi d'imposer des caméras, des caméras dans des endroits où n'importe qui peut passer. Caméra, ça aurait été bien pour vous en tout cas. Oui, depuis ils l'ont mise. Depuis ils l'ont mise? Ah oui. Eh ben tiens, ça aura servi à quelque chose. Oui. Et puis Océane est en pleine forme. Tout de suite, un appel à témoins qui parle peut-être de votre histoire. Valérie nous raconte son angoisse après la disparition de sa fille à la maternité et comment tout ça s'est résolu juste après. Vous êtes jaloux ou jalouse d'un proche de votre conjoint. Vous êtes le chouchou de vos parents. Vous êtes amoureuse d'un hors-la-loi. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission.
Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Michel. Pour assouvir sa dépendance aux jeux de casino, il a volé de l'argent. Alors au début, j'en prenais sur des réserves familiales. Au comité d'entreprise, j'ai pris 32 000 € en tout. Tout ce que j'ai foutu en l'air, à cause du jeu, mes enfants et tout, j'ai quand même détruit pas mal de choses. Et aussi l'histoire de Johan. À 28 ans, il ne vit que par et pour le poker. Vous êtes couché à quelle heure ce matin? Ce matin, je me suis couché aux alentours de 6-7 heures du matin. C'est une belle journée de travail, ça, hein? Oui, on peut appeler ça comme ça. Ou encore l'histoire de Fanny et Mathieu qui accumulent des tonnes de lots depuis qu'ils s'adonnent aux jeux concours. C'est vrai qu'on a quand même gagné de beaux cadeaux. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on continue à jouer, parce qu'il faut encore qu'on en gagne d'autres. C'est clair. Vous êtes venu pour gagner quoi aujourd'hui? Je sais pas, on ne s'est rien proposé. Donc... Enfin, Marc Lévy sera face au public pour nous raconter son histoire. Steven Spielberg, quand il vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? C'était un choc énorme de parler à Steven Spielberg. Ça l'est encore, c'est une conversation que j'ai... Enregistrée? Ouais. Gardée? Ouais. Alors, quelques heures après la disparition de cette petite fille, les gendarmes sont venus vous rendre visite et vous poser quelques questions. Comment signaler la disparition et aider à retrouver quelqu'un qui est difficile à décrire, qui vient d'arriver sur Terre? Très durement. Parce que malheureusement, tous les bébés ont plus ou moins le même comportement. Ils sont tous petits, pas beaucoup de cheveux. Donc c'est vrai que c'est pas... Nous, la chance... Enfin, dans notre malheur, la chance qu'on a eue, c'est qu'Océane avait une tache de café sur le ventre qui nous a permis déjà de donner un signalement pour la retrouver. Et puis bon, elle avait une attitude assez particulière de se mettre. Elle était toujours... moi, je l'appelais la tortue parce qu'elle avait l'habitude de... On avait l'impression, quand elle se réveillait, de sortir d'une carapace. Elle avait ses petits bras qui poussaient comme ça, qui sortaient sa tête. Et donc... mignonne, mais t'es toujours très mignonne. Et donc, c'est les seules descriptions qu'on a pu donner, puisqu'on n'avait pas de photos, du fait qu'elle n'était pas très vieille. Et là, c'est comme dans FBI, portée disparue. Plus vite on trouve l'enfant, plus vite on a des... Enfin, je veux dire, si on laisse passer trop de temps, en tout cas, c'est difficile de la retrouver ensuite. Oui. Il faut aller vite. Il faut aller très vite, oui. Comment vous l'avez compris, ça? En regardant le feuilleton Non, en passant dans les couloirs suite à l'enlèvement. Donc, pendant un moment, j'ai été prendre l'air pour puis entendre les cris des autres bébés. Et j'ai entendu 2 gendarmes qui disaient que dans les 24 heures, il fallait la retrouver. Parce qu'après, il y a beaucoup plus de risques de la retrouver vivante. Donc, il fallait faire très vite. Comment ils ont fait pour la retrouver? Donc, des maîtres chiens. Après, le plan épervier qui a été déclenché avec hélicoptère. On l'a pas retrouvée le jour même, hein? Non, on l'a pas retrouvée le jour même. Les gendarmes sont venus le soir même montrer des photos de personnes susceptibles d'avoir pu l'enlever. Et donc, on n'a pas fait de relation entre les photos et la personne, donc ils ont continué. Donc, il a fallu être patiente, et c'est une nuit qui commence, et je pense que cette nuit, on peut dire que ça a été la plus longue de votre vie. Oui. On vit très mal l'attente, parce que on voit les heures, les minutes, les secondes défiler. 24 heures après, l'enquête a avancé. Au bout du fil, la gendarmerie. Une infirmière est venue... frappe à ma porte. Je la voyais trembler un peu dans tous les sens, avoir plus ou moins la larme à l'œil. Et là, on entend une voix vous dire si c'est la gendarmerie, on a retrouvé votre fille. Une histoire qui finit bien. Le nourrisson a été retrouvé presque par hasard aujourd'hui dans une voiture accidentée. Il est en parfaite santé. La femme soupçonnée de l'enlèvement a été interpellée. On ne connaît pas ses motivations. On m'a conduit au service de radiologie. Et là, 50 mètres plus loin, j'ai vu un petit bout de chou et ça pouvait être que le mien. Et j'ai dit à l'infirmier, c'est ma fille. Les retrouvailles, ça reste un moment... c'est le plus fort. C'est presque comme si on mettait un enfant au monde pour la deuxième fois, ouais. C'est presque ça. C'est même plus beau encore. Du fait qu'on m'ait enlevé ma fille, on se dit que c'est 24 heures qu'on a perdu. Moi, je suis persuadée que ma fille s'est demandé où j'étais, pourquoi je l'avais laissée, entre guillemets. Donc, ouais. À l'heure actuelle, on en a encore on en vit encore les conséquences. Elle visite, elle se sent chez elle. Oui. Hein. Ça l'a pas effrayée plus que ça. Non, ça l'a pas traumatisée aujourd'hui. Elle a eu des nuits difficiles après, une fois qu'on l'a retrouvée?
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, c'est bien qu'elle n'ait pas été traumatisée. Hop là! Dans quelles circonstances exactes a-t-elle été retrouvée, cette petite fille? D'après ce que moi je sais, en fait, la personne qui l'avait enlevée, elle s'était mise dans un champ. Et c'est son conjoint qui est venu la voir le matin, puisqu'elle ne s'en sentait pas bien. Et de là, ils ont appelé les pompiers. Et lui, il a spécifié aux pompiers que ça ne pouvait pas être son enfant. Donc que c'était certainement la petite fille qu'on recherchait. Pourquoi? Sa femme voulait lui faire croire que c'était son enfant, d'après ce qu'on sait? Oui, d'après ce qu'on sait, elle a fait croire pendant 9 mois qu'elle était enceinte, qu'elle suivait... Et quand elle est partie, elle a d'ailleurs dit à son conjoint qu'elle partait pour accoucher. Et en fait, elle est partie voler un bébé. Voilà. Vous l'avez vue, cette femme? Oui. Dans quelles circonstances? Dans les circonstances que... dans la matinée de l'enlèvement, j'ai mon beau-frère qui devait venir me voir. Et donc, j'avais laissé la porte de la chambre ouverte. Et j'ai vu cette personne passer, repasser, insister sur du regard sur ma fille, mais sans... Elle en voulait une jolie. Le problème, c'est que c'était la salle d'attente juste en face, donc on ne pouvait pas se douter que ça pouvait très bien attendre quelqu'un qui avait accouché ou pas. Donc, et puis, quand je suis partie, je suis revenue et je l'ai vue partir au moment où moi je rentrais dans le service. Où en est-on des suites de cette affaire? Pour l'instant, on est encore en instruction, c'est pas encore réglé. On ne sait pas très bien si cette femme était vraiment équilibrée mentalement? D'après les études psychologiques qui ont été faites, si. Vous allez bien en tout cas, avec votre vie de famille a repris? Oui, pas pour tout le monde, mais oui. C'est-à-dire, pas pour tout le monde? Pour son petit frère, non. Pour son petit frère? Pour son grand frère. Pour son grand frère. Parce que lui, il fait encore des cauchemars, il se réveille encore la nuit en la cherchant. Tant qu'il sent pas sa sœur, tant qu'il la voit pas, il pleure. Il dorment dans la même chambre? Oui, obligé. Et donc il va toucher sa sœur, il va voir sa sœur et ça le rassure? Mais même s'il n'est pas réveillé, s'il pleure, on le prend. Dès qu'il touche sa sœur, il se rendort tout de suite et... Donc il faudrait un petit soutien pour cet enfant pour qu'il arrive à... mais il est suivi depuis 2 ans. Ah bon, c'est très bien, ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. En tout cas, Océane va bien, c'est pas encore l'école cette année, hein? Non, pas encore. Pas de séquelles du traumatisme pour la petite fille, en tout cas. Et bien, heureusement que votre histoire finit bien, mais il faut quand même rester vigilant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes? D'être présente quoi qu'il arrive, de laisser quelqu'un avec leur enfant, de les déposer en nurserie aux yeux et aux vues des infirmières, comme le disait si justement Catherine tout à l'heure. Et éviter, il faut les surveiller, mais pas qu'en maternité, partout. Et pas longtemps, hein, 4 minutes seulement auraient pu suffire à faire basculer votre vie à toutes les deux. On est content de vous voir toutes les deux ensemble en tout cas. Et toutes nos félicitations. Je t'applaudis très fort, Océane. Nous consacrerons dans quelques semaines une émission entière aux disparitions d'enfants et pas seulement aux enlèvements de bébés, où l'on donnera justement des conseils pratiques aux parents et aux enfants pour éviter le pire. Demain, d'autres invités viendront nous raconter leur histoire sur ce plateau. Pourquoi pas vous? À demain. Merci, bon après-midi.